Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième partie du webinaire de BCF sur la COVID-19 et les défis pour les employeurs. Je me présente, je suis Mélanie Soriol, associée en droit du travail chez BCF. Nous avons tenu la première partie de ce webinaire il y a à peine 6 jours et nous avons tous l'impression que c'était il y a vraiment plus longtemps. Tellement les choses évoluent rapidement et à quel point vous devez gérer vos entreprises avec des règles qui changent à tous les jours. Lundi, par exemple, le gouvernement a annoncé la fermeture de toutes les entreprises qui offrent des services jugés non essentiels. À cet effet, les services juridiques sont considérés comme étant des services essentiels et nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner, vous conseiller dans cette crise sans précédent. À nouveau, mes deux associés, Maître Nicolas Diorio et Maître Geneviève Potin, qui comptent tous les deux ensemble plus de 55 ans d'expérience en droit du travail à représenter les employeurs et qui sont aussi tous les deux professeurs à l'école du barreau pour les futurs avocats et avocates. Mes deux associés s'entretiendront avec vous pour les 30 prochaines minutes. Nous allons reprendre le même format que la dernière fois et nous allons donc vous demander de poser vos questions via la plateforme pendant le webinaire. Je vais les lire et nous tenterons de répondre à certaines d'entre elles. Sans plus attendre, je cède la parole à mes deux collègues. Merci Mélanie. Oui, bonjour. Tout d'abord, écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans ces contextes qui sont à la fois difficiles, pénibles pour bon nombre de nos concitoyens qui ont déjà perdu leur travail et une pensée va à eux. Je voudrais vous mentionner une chose, c'est que déjà, il y a des questions qui sont entrées. La formule que je préconise, c'est de nous encourager le plus possible à les soumettre. Parfois, certaines questions, je m'arrêterai et les mentionner nommément, sans éléments d'identification, mais dans toute la mesure du possible, j'essaie de les intégrer aux propos que je tiens. Alors, sans plus tarder, allons-y. Les premiers éléments qui sont celui des enjeux, et là, non seulement les enjeux de la COVID-19, mais il faut avoir à l'esprit les enjeux de l'urgence créée par la COVID-19 et des défis pressants se posent pour les organisations. Je m'explique. Tout d'abord, il y a des questions qui se rapportent à la présence au travail. Les employés, bien qu'il soit requis de fournir la prestation de travail dans un temps usuel, dans ce contexte ici, la question se pose qui sera au travail, qui ne sera pas au travail, et les questions qui en découlent, c'est donc le premier élément. Il y a ensuite la problématique liée à la possible coupure de salaire, ce que j'appelle des mesures de sauvegarde de l'organisation, comme la réduction des heures de travail, la modification du travail, et ensuite un élément qui est fort important, puisqu'il y aura des lendemains à cette crise, à cette urgence de la COVID-19, et c'est donc le respect des délais légaux. Alors, allons-y à tour de rôle, et comme je le disais, moi, on me fait signe, et je vois sur l'écran aussi les questions qui entrent, et dans la mesure possible, je les intègre. Nous nous trouvons dans un cadre légal, nous sommes dans une société de droit, et dans toute société de droit, ce qui nous gouverne, c'est la règle de droit. L'énoncé premier, c'est évidemment la Constitution. Ensuite, c'est les lois à caractère général et des lois à caractère particulier, dont la loi sur la santé publique. L'action du gouvernement du Québec est basée en grande partie sur cette loi. Donc, les décrets, les arrêtés dont vous entendez parler trouvent leur source, et je dirais même leur assise juridique, dans la loi sur la santé publique. Je fais tout de suite un élément, une distinction importante. J'ai bien mentionné le gouvernement du Québec, puisque le Canada est une fédération et les compétences sont réparties entre deux ordres de gouvernement, provincial et fédéral. Au fédéral, il y en a une loi qui s'appelle la loi sur les mesures d'urgence. Antérieurement, il s'appelait la loi sur les mesures de guerre. Le Premier ministre du Québec a déjà signifié au Premier ministre du Canada qu'il ne demandait pas qu'il mette en vigueur. La loi, elle existe, mais il demandait de ne pas la mettre en vigueur. Donc, on va faire nos commentaires concernant la loi sur la santé publique, les décrets, les arrêtés qui en découlent, les règles auxquelles vous devez vous conformer ou dont vous devez tenir compte, sachant qu'il y aura une possible mise à jour qui devrait être faite si la loi sur les mesures d'urgence est mise en opération.
Donc, dans cette loi sur la santé publique, le gouvernement ou le ministre, il est important d'avoir à l'esprit, c'est le gouvernement ou le ministre. Élément clé, la loi dit sans autre formalité. Donc, quand on cherche à trouver l'assise ou comment c'est articulé ou comment c'est énoncé, notez bien une chose, il y a des ordres du gouvernement, et ça c'est sans précédent, qui sont émis à la population simplement par des mentions sur un site web qu'on ajoute ou qu'on soustrait. Les dispositions habilitantes, on vous les donne ici sur le PowerPoint. L'article 123, paragraphe 2, le gouvernement peut ordonner la fermeture. Et notez, c'est quoi la fermeture? C'est la fermeture de tout établissement d'enseignement, et là on ajoute, ou de tout autre lieu de rassemblement. Et imaginez, on parle de lieu d'enseignement et tout autre lieu de rassemblement. Donc, on pourrait penser que ça voudrait dire quelque chose qui s'assimile à l'éducation. Le sens que le gouvernement lui a donné, c'est votre usine, votre bureau, votre entrepôt, votre lieu de réception, votre restaurant, les espaces extérieurs qui sont adjoints à votre entreprise, y compris l'intérieur des véhicules automobiles. Donc, on a donné une définition très large. 123, paragraphe 4, c'est évidemment interdire l'accès au territoire ou à une partie de territoire, et on a considéré que ça aussi, ça permettait de fermer des restaurants ou des portions ou entités complètes des lieux de travail. 123.8, ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Notez une chose, c'est pour protéger la santé de la population. Mais les pouvoirs et les arrêtés qui ont été pris sont considérables, certains diront même exorbitants, par rapport aux dispositions habilitantes de la loi. Pourquoi je vous parle de ça? Pour la raison suivante. Il va y avoir un lendemain à l'urgence de la COVID-19. Là, on est en situation d'urgence. Mais la vie va reprendre dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 18 mois. Et votre organisation pourrait faire face à des contestations de certains gestes qui ont été posés. Et là, pourra se poser la validité des décrets qui ont été émis. Donc, on parle de décrets et d'arrêtés. Pourquoi? Parce que le gouvernement en a émis 2, mais la loi permet aussi à la ministre, pour le compte du gouvernement, d'émettre des ordonnances. Et là, on fera référence à des arrêtés. Donc, il y en a un, le premier, c'était l'état d'urgence. Ensuite, c'était la fermeture des établissements d'enseignement et des garderies. Il y a eu fermeture de plusieurs lieux publics, interdiction de rassemblement, et on est arrivé même à pouvoir dire que cette loi permet de faire la modification des conventions collectives dans les secteurs publics, fonction publique, éducation, santé. Et il y a fort à parier que ça, s'il y en avait une qui pourrait être une mesure qui pourrait faire l'objet d'une contestation plus tard, c'est évidemment celle-là par les syndicats du secteur public. Je poursuis en apportant avec vous d'autres problématiques qui ont été soulevées. Je vois des questions qui rentrent. Je vous rassure que je les intègre au fur et à mesure. La première concerne donc l'exigence de la présence au travail. Oui, bien, tout à fait. En fait, ce que tu viens d'expliquer, Nicolas, c'est tout à fait utile pour comprendre cet encadrement-là légal dans lequel vous devez patauger pour maintenant exiger la présence au travail de vos salariés. Comme disait Nicolas, là, il y a, dans la loi, on indique que c'est sans formalité, il peut y avoir différentes ordonnances. Alors, revirement majeur qu'on a eu il y a moins de 48 heures, mardi après-midi, le gouvernement, lundi après-midi, le gouvernement annonçait la fermeture des entreprises non essentielles. Alors, et qu'il allait avoir une liste qui allait apparaître sur le site Internet du gouvernement. Effectivement, l'après-midi, lundi, il y a une liste qui est apparue, mais c'est important de comprendre que présentement, il n'y a pas d'arrêté spécial, de décret spécial de loi qui va lister ces entreprises-là. C'est vraiment via le site tout simplement du gouvernement qui indique quelle entreprise doit fermer ou non. C'est quand même une situation assez particulière. Surtout que ce site Internet-là est en constante mouvance. Alors, au tout départ, on disait que c'était la fermeture d'entreprises non essentielles. Mardi, au courant de la journée, le site a changé pour plutôt indiquer que c'est de la réduction au minimum des services et activités non prioritaires. Donc, les terminologies changent. Il y a beaucoup de notions qui sont dans cette liste-là. On parle parfois des commerces, des services, des activités, des secteurs. Donc, beaucoup d'éléments d'interprétation qui vont s'en suivre.
Et si tu vas bien, Geneviève, il y a une question qui vient d'entrer qui est la suivante. Est-ce que les entreprises doivent s'inscrire pour être considérées comme étant essentielles? Bien, non, en fait, les entreprises ne doivent pas s'inscrire comme telles. C'est le gouvernement qui va le décider via son site web. Comme j'indique, par contre, si votre entreprise, votre secteur n'apparaît pas comme étant prioritaire sur le site du gouvernement, mais que vous considérez qu'il devrait être prioritaire, à ce moment-là, il y a une ligne qui a été ajoutée hier après-midi sur le site Internet du gouvernement, et il y a aussi un formulaire hier après-midi qui a été ajouté, une espèce de lien web qu'on peut faire des commentaires, etc. Mais présentement, puis hier après-midi, c'est les façons de faire pour ajouter à cette et dans notre expérience, dans le travail qu'on fait au quotidien pendant cette crise, on a évidemment beaucoup de demandes d'entreprises qui ont voulu être ajoutées à la liste. Et dans ce qu'on a observé, les demandes je les pense vite dans ma tête, mais sauf quelques rares exceptions, elles ont toutes été acceptées. Évidemment, on servait un peu de filtre, on suggérait s'il y avait lieu d'aller de l'avant ou pas, mais les demandes qu'on a décidé d'appuyer, elles ont toutes été acceptées. Les services juridiques en est un exemple. Le gouvernement nous avait oublié lundi après-midi, mais évidemment, il a rectifié le tir pour indiquer qu'on était un service prioritaire. Donc, différents éléments d'interprétation, comme je vous disais, qui vont survenir. Exemple, si votre entreprise fabrique des produits A, B, C, mais les produits A et B peuvent être considérés comme étant prioritaires, est-ce que ça vous permet de faire l'ensemble de vos produits ou pas? C'est des questions qui peuvent se poser. Probablement que le gouvernement va aller vers seulement ceux qui sont prioritaires à ce moment-là. Maintenant, d'autres. Mais brièvement, la question est posée. Donc, 5 de vos produits sont considérés prioritaires, mais 95 non. La question est beaucoup plus pour vous. Parce que est-ce que vous êtes prêt à assumer l'ensemble des coûts fixes pour ouvrir votre entreprise, pour faire juste 5 de votre volume d'affaires? Et là, ne se pose pas la question de la loi sur la santé publique et de ses ordonnances, se pose la question de la force majeure. Est-ce que vous allez évoquer une force majeure pour cesser vos opérations? On rajoute à la complexité de la situation actuelle. Hier après-midi, le gouvernement a ajouté une mention sur le site web. Encore une fois, ce n'est pas dans un décret ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment le site web qui présentement nous permet d'avoir l'encadrement. Il y a eu un ajout à l'effet que les entreprises qui produisent des intrants ou des matières premières nécessaires aux services et activités prioritaires. Donc, par exemple, votre entreprise produit des intrants qui sont nécessaires pour des hôpitaux. À ce moment-là, le gouvernement, ce qu'il indique, c'est qu'il doit y avoir maintien des activités. Alors, seulement, évidemment, on n'est pas forcé de faire du commerce, mais là, il y a une petite phrase spéciale sur ce site web-là. Je veux l'apporter à votre attention. Possiblement que ça peut s'adresser à vous. Autre élément qui faisait controverse lundi après-midi, le télétravail. Tout le Québec s'est réorganisé en une semaine pour essayer de faciliter le télétravail. Le gouvernement a fini par indiquer sur son site, entre autres hier, que le télétravail est permis, donc y compris pour les entreprises qui sont non prioritaires. Et le commerce en ligne également, comme on disait ce matin, on disait que toute la chaîne qui va être nécessaire pour le commerce en ligne dans les entrepôts, etc., sera permis. Donc, des ajustements constants. Maintenant, si vous ne respectez pas ces directives-là, cette espèce d'ordonnance-là sur un site web, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, si on revient un peu à la source que Nicolas parlait tout à l'heure, ben, on serait forcé à aller jusqu'à la loi sur la santé publique qui, elle, de façon générale, prévoit des sanctions pénales si quelqu'un ne respecte pas des ordonnances. On parle de 1 000 à 6 000 $ pour une première infraction et on double pour les récidives. On va passer à la prochaine diapositive. Maintenant, si votre entreprise n'est pas prioritaire, pas dans cette liste-là, c'est quoi les options qui s'offrent à vous? Évidemment, le télétravail, comme je vous dis, le gouvernement continue à permettre cela. Le gouvernement, hier après-midi, a indiqué qu'il peut y avoir un maintien d'un niveau minimal des opérations pour une éventuelle reprise. On a eu le cas, entre autres, des alumineries, qui c'était comme... on ne pouvait pas juste arrêter comme ça une aluminerie. Donc, maintien d'un niveau minimal. Par contre, présentement sur le site web, il est indiqué que ce maintien-là s'applique pour toutes les entreprises, y compris les non essentielles, sauf les commerces. Donc, différentes options, et malheureusement, des mises à pied, des licenciements collectifs que plusieurs entreprises font face présentement. Maintenant, si vous êtes dans ces services prioritaires-là et vous voulez exiger la présence au travail de vos salariés, évidemment, respecter
les différentes normes en matière de santé et sécurité. Vous en avez dans la loi, vous en avez dans les directives du gouvernement, des mesures de distanciation sociale, expression que personne n'utilisait il y a 2 semaines, mais que maintenant petits et grands utilisent de façon constante. Les bonnes pratiques à continuer, mesures d'hygiène autant envers vos employés que les lieux de travail. Donc, les nettoyages, changer les produits nettoyants, etc. pour des produits plus forts. Donc, toutes des bonnes pratiques. Vos politiques, évidemment, qui devraient être maintenant à jour en ce qui a trait à la présence au travail et si les personnes ont des symptômes, de ne pas se présenter, etc., de communiquer avec telle personne. Toutes ces politiques-là devraient être bien connues des salariés. Une fois qu'ils sont bien encadrés, qu'ils sont bien connus des salariés, ça va descendre le niveau d'anxiété générale et permettre à vos salariés de se présenter au travail beaucoup plus confiants. Mais d'un point de vue juridique, et c'est là qu'évidemment, nous, on est là pour vous conseiller, ce qui s'en vient, c'est ça qui est le plus problématique, c'est que là, on a le phénomène de la réticence de l'employé. Oui, absolument. Alors, donc, c'est pas nécessairement un droit de refus officiel qu'un employé va faire, mais qui commence à dire, ben moi, ça me tente pas vraiment, est-ce que, tu sais, je suis vraiment forcé, etc. On vous rappelle, y compris en droit, en période de crise, vos droits de direction demeurent entiers. À la base, on se rappelle que c'est un contrat de travail, il y a une prestation de travail en échange d'une rémunération. Et cette prestation de travail-là, présentement, elle peut être faite sur les lieux de travail si vous êtes dans les entreprises prioritaires. Donc, oui. Et il est important d'avoir à l'esprit de mentionner aux employés qu'on a une loi qui s'appelle la loi sur la santé publique et que le gouvernement a départagé les entreprises qui doivent, selon lui, continuer à opérer, qui devraient continuer à opérer, des entreprises qui devraient cesser d'opérer. Donc, c'est important de dire à l'employé, si je requiers ta présence, c'est parce que on est dans une situation d'urgence de la COVID-18 et nous, on veut que tu viennes travailler. On va, comme disait Geneviève à l'instant, on va prendre les mesures pour te sécuriser, mais il est important que tu te rendes sur les lieux pour fournir ta prestation de travail. Tout à fait. Comme on est bien en direct, on vient m'informer que le décret vient d'être adopté. Ça, c'est le décret 223-2020. Donc, on l'apprend live. Oui, voilà. Alors, donc, je suis curieuse de voir comment les exceptions, etc., vont avoir été formulées, donc, à suivre définitivement. Maintenant, si on ne fait pas face à une simple réticence d'un employé, mais d'un droit de refus, puis je vais vous dire quelques mots là-dessus, simplement parce qu'il y a des entreprises parmi vous qui êtes habituées à vivre des situations comme ça, parce que c'est un travail où la sécurité est très, très, très importante pour les employés, mais il y a d'autres entreprises, exemple des bureaux de comptables, les directions des ressources humaines ne sont pas nécessairement familiers avec des droits de refus, c'est beaucoup plus rare dans ces cas-là. Alors, et pour un droit de refus, la barre est assez haute. Ce n'est pas juste une appréhension qu'il faut avoir. Hein? Oui, tout à fait. Donc, il faut avoir des motifs raisonnables de croire que nous-mêmes, on aurait un danger pour notre santé ou sécurité ou pour quelqu'un d'autre, un autre salarié. Donc, les motifs doivent être raisonnables. On parle de la personne raisonnable. C'est pas juste, ben moi, j'ai des craintes personnelles, moi, j'ai une appréhension personnelle. Il faut se baser sur des éléments objectifs. Et si ça peut rassurer, parce qu'une question est entrée, vous n'avez pas les mesures exactes, mais on respecte la distanciation sociale. Tout à fait. Alors, calcule l'aller-retour, cependant. Donc, comme je vous disais, motif raisonnable, mais on parle de danger ici. Donc, un danger, c'est pas comme un risque. La meilleure façon de l'illustrer, c'est comme si vous êtes à des lumières, feu de circulation. Le vert, tout va bien, vous pouvez circuler. Le jaune correspondrait à un risque, alors que le rouge, à la lumière rouge, je dois arrêter parce qu'il y a de la circulation à sens inverse. Si je continue, il va arriver un événement malheureux. Donc, quand on parle de danger pour les droits de refus, on parle vraiment d'un risque qui est imminent, qui est presque certain, à l'opposition d'un simple risque. Puis finalement, simple mention là, sur les étapes du droit de refus. C'est pas, on n'appelle pas directement la CNSST puis que ça finit là. Donc, l'employé doit aviser son employeur à prime abord pour lui indiquer la problématique, pour que l'employeur puisse s'ajuster, faire l'examen de la situation. Et ça, c'est une étape cruciale parce qu'à ce moment-là, vous devez obtenir les éclaircissements et des clarifications de la part de votre employé. Parce que ces informations-là qui vont vous être communiquées à ce moment-là sont cruciales pour le reste du processus. Tout à fait. Donc, quoi, qui, comment, depuis quand, et d'être descriptif et de faire élaborer qu'est-ce qu'il y en a ou quoi que ce soit. Pas juste quelques mots lancés ici et là,
danger, ma santé, malade, mourir, il doit évidemment les articuler de manière cohérente, appuyée de fait. Tu connais le travail, vous connaissez le travail, faites le lien avec le travail. Tout à fait. Et puis, simplement pour vous indiquer, présentement, les inspecteurs de la CNST vont intervenir en ce qui a trait au cas de COVID-19 de façon concertée avec la santé publique. Donc, ce n'est pas simplement l'inspecteur qui va intervenir. Ayant en main les registres de toutes vos mesures que je vous disais tout à l'heure, de l'hygiène, etc., ça va vous aider pour si vous avez une visite d'un inspecteur. Oui. Donc, quelqu'un qui dit avec tout ce qui arrive, je me sens pas à l'aise de venir travailler, c'est pas un droit de refus. Je vais maintenant donc avec des mesures qu'on vous mentionnait concrètes qui nous surviennent des grands questionnements qui nous sont posés parce qu'évidemment, on a l'urgence de la COVID-19 et cette urgence-là donne lieu tout d'abord à une récession économique qui est certitude, qui la semaine dernière, cette urgence a donné lieu à 995 000 demandes d'assurance chômage. Et notez bien, 995 000 demandes d'assurance emploi, ça ne veut pas dire qu'il y a 995 000 personnes sans emploi, parce qu'il y a évidemment beaucoup plus que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à leur compte, à la pige ou d'autres formes, qui ne sont pas couverts par des demandes possibles à l'assurance emploi. Ça, c'est la semaine dernière. Notez que cette semaine, il y en a beaucoup plus, parce que la plupart des provinces ont suspendu l'opération des entreprises, donc nombre considérable. Il faut aller donc aussi dans un mode de survie de l'organisation, survie de la compagnie. Et, très important, protection de la position juridique. Parce que si aujourd'hui, en situation de crise, là, il y a un concert d'applaudissements, puis oui, on fait les bonnes choses, on fait tout ça, notez que dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 18 mois, quand l'argent va commencer à manquer, bien, les gens, il y en a qui vont commencer à se tourner vers qui? Vers la personne qui pense qu'il y a de l'argent, c'est-à-dire souvent leur employeur, pour faire des réclamations. Donc, une des mesures qui est envisagée, c'est celle de la coupure de salaire. Il faut y aller tout d'abord avec des notions d'ordre général. Première question qui vient à l'esprit, il ne faut pas le faire d'une manière à ce que ça constitue un congédiement déguisé. Constitue un congédiement déguisé, une modification radicale, drastique des conditions de travail. Alors, ça va dépendre évidemment de l'impact, mais surtout de l'ampleur de la coupure qu'on veut faire. Et il y a un deuxième volet qui est très important à ça, c'est est-ce qu'on y va par la négociation ou est-ce qu'il y va par une décision unilatérale? Je vous donne l'exemple d'une cliente qui m'a expliqué qu'eux l'avaient fait par la négociation, mais vous allez voir, dans les faits, ce n'était pas une négociation. Parce qu'elle dit qu'il y a eu une réunion dans une salle et des gens au téléphone et tout ça, et le patron a annoncé que les salaires allaient couper tout le monde d'un certain pourcentage qui n'était pas quand même mineur. Et là, il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord ou non, est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord avec ce que je viens de dire? Évidemment, il n'y a pas eu un son qui a été exprimé par personne. Et là, on m'expliquait que donc les employés avaient consenti. Notez bien, ça, ce n'est pas une négociation en droit, certainement pas. Et ce n'est pas une négociation, certainement. Ce n'est pas un consentement non plus. Il n'y a pas un tribunal qui va accepter ça comme étant un consentement. Dans un contexte syndiqué, bien évidemment, on va se poser la question de la réouverture des conventions collectives. Une réouverture de convention collective, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose qui doit se préparer, chiffre et donner à l'appui. Penser à une réouverture de convention collective quand on est dans une situation d'urgence comme celle-ci, c'est aussi un exercice périlleux parce que la situation va évoluer rapidement et ce que vous aviez envisagé comme demande au niveau de réouverture peut évoluer. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de la planifier, de l'organiser. Ayant eu l'occasion d'en faire beaucoup de réouvertures de conventions collectives à travers les années, je peux vous dire qu'il y en a 2 sortes. Celles qui réussissent et celles qui échouent. Celles qui réussissent, c'est celles qui ont fait l'objet d'une planification soutenue. La force majeure pourra aussi être considérée comme élément puisqu'il s'agit d'un contrat et c'est une façon, et on en a déjà eu l'occasion, mais je vous réfère aux explications qu'on a données antérieurement pour justifier cette réouverture. On y va ensuite avec la réduction des heures de travail. Le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit, toujours le réflexe d'aller vérifier s'il n'y a pas des contrats, s'il n'y a pas des lettres d'embauche, s'il n'y a pas eu des conventions qui ont été faites, ne serait-ce que par échange de courriel parfois, sur ce que seraient des conditions de travail qu'on donnerait dans, généralement, un contexte non syndiqué. Une question qui a été posée, c'est, par exemple, je la mentionne ici parce que je la vois rentrer, mais du genre d'entente qu'on peut avoir fait, c'est parfois l'employeur va faire des prêts. Et présentement, la question se pose beaucoup, on a beaucoup de demandes à cet effet-là.
les salariés demandent et disent à l'employeur, vous m'avez mis à pied, j'ai plus l'argent que j'avais, mais je vous demande de faire des avances. Il est très important qu'il y ait une convention écrite qui soit faite à ce niveau-là, parce que c'est des ententes qui pourraient devenir problématiques. Si c'est dans un contexte syndiqué, ça peut même être considéré comme des conditions de travail supérieures à la convention collective, et ça pourrait être problématique de pourquoi ça n'a pas été affaire à tout le monde. J'en viens à la réduction des heures de travail dans un contexte syndiqué. Évidemment, c'est la convention collective à laquelle il faut s'en remettre. Mais là, l'avantage qui est le suivant, c'est que s'il y a des dispositions sur les mises à pied, ce qu'on peut faire, c'est simplement, écoutez, réunir le syndicat, dire, moi, je dois donc faire une mise à pied qui va faire mal à 100% à un certain pourcentage des employés, ou sinon, s'assurer qu'on participe tous à subir ce qui nous arrive en procédant à des réductions des heures de travail. Rapidement, parce que le temps presse, l'assurance-emploi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, je prends le premier élément qui est là, possible mise à pied et offrir du travail selon les besoins. C'est une façon qui est faite. Le travail qui sera offert, évidemment, sera des hommes qui devront être déduits. Il y en a une partie qui pourrait être protégée. Et aussi du travail pendant une période de prestation. Ces éléments-là sont reliés. Et il y a le programme dans le milieu, le programme de travail partagé. L'idée, c'est la suivante. Est-ce que je vais dire, je fais une mise à pied, c'est à la maison, et je vous rappelle aux besoins, ou je vous dis, je vais vous garder, mais je vais réduire votre prestation de travail et je vais faire une demande de prestation pour couvrir la différence. Et sinon, l'élément qui est celui du travail partagé. Donc, toutes ces questions de l'assurance-emploi, évidemment, c'est des questions qui sont extrêmement préoccupantes pour les employés, mais c'est aussi des méthodes qui peuvent être fort utiles pour vous pour la rétention du personnel. On nous demande si une compagnie peut continuer à payer quelques heures de travail par semaine à une personne sur le chômage. Effectivement, donc ça, c'est le programme de travail pendant une période de prestation. Il y a des modalités particulières. Il va y avoir des réductions des prestations en conséquence pour le salarié. Mais oui, c'est tout à fait une possibilité. Alors, on arrive maintenant à la modification du travail. En quelques mots, la modification du travail, problématique. Comme en passant, celle pour la réduction des heures de travail, l'élément tout le temps, c'est d'avoir à l'esprit qu'il ne faut pas que ce soit fait de manière arbitraire. Il faut avoir des critères objectifs. Mais très important, il faut aussi faire attention que ce précédent que vous allez créer soit situé dans un contexte qui est temporaire et qui est exceptionnel. Parce que si d'autres situations surviennent dans les prochains mois, vous allez le faire, vous risquez de vous faire dire que la méthode que vous avez appliquée aujourd'hui en mars, vous lie en juin, ou vous liez en septembre, ou vous liez en décembre, comme vous pourriez faire face à d'autres difficultés. Donc, soyez la sélection des candidats et assurez-vous de faire valider, ou de valider vous-même, ou de faire les vérifications nécessaires pour que les communications écrites que vous émettez ne viennent pas vous hanter par la suite. Ce qui est aussi important, c'est d'arriver avec un plan qui comporte des options et que les gens puissent voir à ce moment-là les pour et le contre de certaines options, ayant à l'esprit que les intérêts personnels des individus que composent vos salariés peuvent varier. Il faut aller vérifier le contenu des contrats toujours, mais par contrat, j'entends entente et j'entends pas juste quelque chose qui est une formule sacramentelle. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple des courriels, parce que parfois par courriel, il y a des demandes qui nous sont adressées, on les accepte et à ce moment-là, ça devient un contrat. Le concept de congédiement déguisé s'applique amplement ici. Il y a beaucoup de jurisprudence sur cette question-là. Et évidemment, l'élément de la flexibilité est majeur parce que c'est ça que vous recherchez. Alors, puisque vous recherchez la flexibilité, il ne faut donc pas aller adopter des mesures qui vont devenir encore plus contraignantes à l'avenir. Dans l'exemple qu'on a utilisé et qui est celui, parce que le gouvernement, pendant une semaine, nous encourageait à faire du télétravail. Après qu'on ait fait le télétravail, il se retourne de bord et a dit « je vais maintenant fermer des entreprises » ou demander que les entreprises ferment. Il faut toujours, et c'est un rappel important, que le travail, c'est exceptionnel et temporaire. On a eu l'occasion de rédiger, et évidemment, il faut toujours les adapter aux circonstances de chaque situation et de chaque lieu de travail. Beaucoup d'ententes de télétravail qu'on a rédigées dans les derniers jours, je dirais. Les derniers 10 jours, on a rédigé une quantité considérable d'ententes et on doit toujours les adapter aux circonstances de l'entreprise. Un dernier mot sur les délais, Nicolas. Oui, alors le respect des délais légaux, bien notez une chose, deux choses importantes qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce qui concerne les délais qui sont prévus dans les lois, et particulièrement ce qui concerne nous, les lois du travail, il
il y a eu un arrêté de la ministre de la Justice auquel a consenti le juge en chef du Québec, alors que pendant l'état d'urgence sanitaire, on suspendait les délais. La question qui se pose, c'est quel genre de délais sont suspendus. Et pour le moment, on sait certainement que les délais devant le tribunal administratif du travail sont suspendus, sauf pour des demandes qui sont d'urgence sans que ça ait été précisé. Mais le Code du travail et la loi qui a créé le tribunal administratif du travail nous en donne des indications. Ce qui demeure ouvert comme questionnement, ce sont les délais en matière d'arbitrage de grief qui n'ont pas été adressés. J'aimerais vraiment vous remercier pour votre participation qui était très active. On a reçu un nombre impressionnant de questions, puis on a aussi reçu des remerciements de plusieurs d'entre vous qui nous remercient de donner ce webinaire-là, puis de répondre à vos questions. On l'apprécie beaucoup. De mon côté, j'aimerais remercier notre équipe technique et également notre équipe en droit du travail à Montréal et à Québec, qui tout le monde a contribué à préparer ce webinaire. Et je vous invite à être à l'affût de nos prochaines communications pour nos prochains webinaires. Merci à tout le monde et bon courage pour les prochains jours. Et n'hésitez pas à continuer à vous adresser vos questions. On est ici pour un petit moment pour continuer à répondre par voie de courriel. Merci. Merci.